Juillet 1944, Normandie, France, chaud. Taronandi, France, le jour où des soldats canadiens noirs s'adressèrent aux gardes allemands dans un allemand impeccable. Ces derniers en restèrent bouche bée. Voici l'histoire de la façon dont une langue brisa d'un coup toutes les certitudes raciales du régime nazi. Les champs de blé au sud de Caen étaient en feu. Depuis 6 heures, l'artillerie allemande pilonnait sans relâche les positions canadiennes près de la crête de Verrières. Le soldat de 2e classe James Robertson avait le visage enfoui dans la terre, essayant de ne pas avaler la fumée âcre. 23 ans, originaire de Montréal, il était convaincu qu'il allait mourir dans ce champ. Des 36 hommes de son peloton réunis le matin même, 11 étaient déjà tombés. 14 autres gisaient blessés. Les survivants n'avaient plus de munitions, plus d'eau, rien que la peur et l'odeur du blé brûlant. Jimmy avait grandi dans Little Burgundy, un quartier noir de Montréal où ses parents travaillaient comme porteurs de chemin de fer. Ils avaient fui l'Oklahoma en 1919, chassés par la violence raciste. Quand Jimmy eut 8 ans, sa mère trouva de l'embauche chez une famille aisée qui venait d'arriver d'Allemagne. Les Goldstein étaient juifs. Ils avaient en quitté l'Allemagne avant que les choses ne deviennent trop dangereuses, en 1936, parmi les rares chanceux à avoir pu partir à temps. Alors que le Canada fermait déjà ses portes aux réfugiés juifs, leur fils devint le meilleur ami de Jimmy pendant 5 ans. Ils jouaient ensemble chaque jour dans une maison où tout le monde parlait allemand. Jimmy avait appris la langue sans même s'en rendre compte jusqu'à ce qu'elle lui soit aussi naturelle que l'anglais. À 200 mètres de là, tapi dans un autre cratère d'obus, le caporal Marcus Williams en était au même calcul. Rester et mourir, ou se rendre et mourir quand même. Marcus avait 31 ans. Il était de Preston, en Nouvelle-Écosse, l'un des plus anciens établissements noirs du Canada. Il avait étudié le génie à l'université de Dalhousie, l'un des très rares étudiants noirs admis en ces années-là, jusqu'à ce que l'argent vienne à manquer. Il s'était alors engagé sur les chemins de fer, apprenant l'allemand auprès des travailleurs immigrants qui empruntaient ces mêmes trains. La dernière lettre de sa femme dormait dans sa poche. On dit que les Noirs capturés ne reviennent pas. À côté de Marcus, le soldat Eddie Braithwaite, 19 ans, pleurait. Eddie venait de Dresden, en Ontario. Ses parents tenaient une pension qui accueillait souvent des ouvriers agricoles ménonites allemands. Il avait grandi à jouer avec leurs enfants en allemand comme si c'était un jeu. À présent, il serrait une petite croix entre ses doigts et murmurait des prières. Les consignes avaient été claires. En cas de capture, privation, travail forcé jusqu'à l'épuisement. Les soldats noirs en particulier risquaient l'exécution immédiate ou les expériences médicales. Pour les nazis, les noirs n'étaient pas pleinement humains. Ne les laissez jamais savoir que vous parlez leur langue ou ils vous fusillent comme espions. Une voix allemande traversa le champ en flammes, en un anglais approximatif. « Soldats canadiens, vous vous battez avec honneur. Il n'y a plus de raison de mourir. Mains en l'air, avancez. » Jimmy se leva le premier, les bras tendus vers le ciel, sortant de la fumée. Puis Marcus, puis Eddie. Ce jour-là, 15 Canadiens marchèrent vers les lignes allemandes. 3 d'entre eux étaient ces Noirs. Les parachutistes allemands les fouillèrent avec efficacité. Un sergent dévisagea longuement les 3 soldats noirs, l'air déconcerté. Un jeune fantassin regardait Marcus comme s'il avait devant lui une créature venue d'ailleurs. On leur attacha les mains avec du fil de transmission. Le sergent leur adressa la parole lentement, fort, comme à des enfants. « Vous partez. Pas de tir. Au bientôt. » Marcus l'entendit et comprit. Les Allemands les prenaient pour des idiots, pour des inférieurs. Ils marchèrent les hommes échés vers l'est, s'éloignant de leur artillerie, s'éloignant de tout espoir. 23 prisonniers canadiens s'enfonçaient dans un avenir totalement incertain. Toutes les consignes avaient été dit non. Tous les avertissements avaient dit que les Noirs capturés ne rentraient pas. Ils couvrirent 7 kilomètres à pied jusqu'à une ferme bombardée où les Allemands regroupaient leurs prisonniers. Jimmy s'attendait à la brutalité. Ce qu'il vit le laissa perplexe. Un médecin allemand portant la Croix-Rouge soignait un blessé canadien. Il le soignait vraiment. Il nettoyait la plaie, posait des bandages, injectait de la morphine. Les films de propagande montrèrent des médecins allemands achevant les blessés à la baïonnette. Puis les soldats leur distribuèrent de l'eau de leur propre gourde. Marcus souffla à Jimmy. « C'est pas normal. Je veux dire, c'est pas mauvais, mais c'est pas ce qu'on nous avait dit.
On chargea les prisonniers dans des camions civils français. Le convoi roula vers l'est toute la nuit. Par les interstices des planches, ils apercevaient des colonnes d'approvisionnement allemandes se déplaçant vers l'ouest, organisées, régulières. Des hôpitaux de campagne éclairés à l'électricité, un pont récemment réparé après les bombardements, la circulation qui s'écoulait. Eddy prit la parole pour la première fois depuis des heures. Ils sont censés être en train de perdre. La radio disait que l'Allemagne était à genoux. Un sergent britannique capturé à Dunkerque eut un rire amer. On entend ça depuis 1940, mon gars. Le 27 juillet, ils arrivèrent à une gare de triage à Compiègne. Des employés de la Wehrmacht consignaient chaque prisonnier avec une précision toute germanique. Nom, grade, numéro matricule, date de capture. L'inventaire des affaires de Jimmy fut dressé. Une montre-bracelet, un portefeuille, une photographie de sa mère, un harmonica, le greffier allemand s'exprima dans un anglais net. « Vous récupérez à la fin de la guerre. Voici reçu. » Il tendit à Jimmy un papier signé. Marcus retourna ces mots dans sa tête. À la fin de la guerre. Pas si. Quand? Les Allemands contenaient que ces prisonniers vivraient. On entassa les prisonniers dans des wagons de marchandises français. 45 hommes par wagon, un seau en guise de toilette, de la paille sur le plancher. La porte coulissa. Le train s'ébranla dans l'obscurité. Eddy fut pris de panique. « On va dans un camp de la mort. » Le vétéran britannique le coupa court. « Des camps de travail, sans doute. Pas agréable, mais tu t'en sortiras si tu gardes la tête froide. » Le voyage dura 3 jours. La deuxième nuit, Jimmy fredonna distraitement un air de blues que sa mère chantait autrefois. Par la fenêtre grillagée, la voix d'un garde allemand se faufila jusqu'à eux. Quelle belle musique! Ça ressemble au jazz américain que mon père écoutait avant qu'il l'interdise. Cette musique me manque. Jimmy comprit chaque mot. Le garde était jeune, nostalgique, las de la guerre, privé d'une musique que les nazis appelaient dégénérée. Le 30 juillet, ils découvrirent de leur première ville allemande, Francfort. À moitié aplatie par les bombardements alliés, mais entre les ruines, des bâtiments intacts tenaient encore debout. Les gens allaient au travail. Les tramways circulaient, les commerces étaient ouverts, une nation meurtrie mais qui fonctionnait encore. Le camp apparut dans la brume du matin. Stalag 9C, au cœur de l'Allemagne. Des miradors tous les 100 mètres, un double rang de barbelés de 4 mètres de haut. Mais Jimmy remarqua des détails qui ne cadraient pas. À l'intérieur du périmètre, des prisonniers jouaient au football sur un vrai terrain avec de vrais buts. On ne construit pas des installations sportives dans un camp d'extermination. Ils passèrent sous un portail où une pancarte était rédigée en 5 langues. Traitement administratif, pas exécution. Ils pénétrèrent dans un bâtiment où des employés de la Wehrmacht étaient assis derrière des piles de formulaires. Vint d'abord la désinfection. Les gardes ordonnèrent à tout le monde de se déshabiller, puis d'entrer dans les douches, et chaque homme retint son souffle. L'eau coula, de l'eau chaude, de vraies douches, puis on leur remit des vêtements, des uniformes français et belges avec de grandes lettres KG peintes dans le dos. Kriegsgefangener, peste prisonniers de guerre, des bottines dépareillées, de minces couvertures, puis vint la surprise qui n'avait aucun sens. Chaque homme reçut un colis de la Croix-Rouge, 5 kilos de lait en poudre, de la viande en conserve, du poisson en boîte, de la confiture, du fromage, des biscuits, du chocolat, du thé, du cacao, des cigarettes et du savon. Les gardes expliquèrent que les prisonniers recevraient un colis par semaine dans la mesure des disponibilités. Eddy chuchota « C'est plus que ce que toute ma famille recevait en 1 mois à la maison avec le rationnement. » Le camp hébergeait 4500 prisonniers, 2000 cents britanniques et soldats du Commonwealth, 1800 soviétiques dans un quartier séparé où le traitement était bien pire. Les baraques logeaient 200 hommes, chacune, sur des lits superposés à 4 niveaux. Il y avait une cantine, une infirmerie, une bibliothèque, une chapelle. Ce n'était pas Auschwitz. Ce premier soir, on leur servit une soupe claire aux navets et aux pommes de terre, 2 tranches de pain dense, complétées par les colis de la Croix-Rouge. Marcus fit le calcul. Environ 2200 calories par jour quand les colis arrivaient régulièrement. Rude, mais pas la famine. Un sergent britannique expliqua « C'est la Wehrmacht qui gère ces camps. » Ils respectent à peu près la Convention de Genève. Les SS gèrent d'autres camps bien pires. Et les soviétiques, il désigna le quartier voisin, ils ressemblent à des squelettes. Les Allemands les considèrent comme des sous-hommes. Estimez-vous heureux d'être des alliés occidentaux.
Après le repas, un garde allemand nommé Ko passa pour le comptage du soir. Il s'arrêta devant la couchette d'Eddie et le fixa. Ko parla en allemand, sans s'attendre à être compris. Des Noirs en uniforme canadien. Quel monde! Il s'adressa à un autre garde. Goebbels prétend qu'ils sont à peine humains, mais regarde, ce sont juste de jeunes soldats comme les nôtres. La propagande, c'est du mensonge. Tout ça, c'est du mensonge. Marcus et Jimmy avaient entendu chaque mot. Un garde allemand venait de qualifier la propagande nazie de mensonge. Cette nuit-là, Marcus chuchota depuis la couchette du bas. « Jimmy, tu dors ?»« Non. »« Rien n'est comme on nous avait dit. »« Je sais. Qu'est-ce qu'on fait de ça ?» Jimmy n'avait pas de réponse. Si l'ennemi n'était pas celui qu'on lui avait décrit, alors contre qui se battait-on ? Ils étaient vivants, contre toute attente. Mais cette certitude portait son propre poids. La routine du camp s'installa. Réveil à 6 heures, appel à 6h15, ersatz de café à 7 heures, affectation aux corvées à 8 heures, soupe à midi, appel du soir, dîner, extinction des feux à 22 heures. Jour après jour. Jimmy fut affecté à une usine textile à Alda, à 12 km du camp. Les trajets en camion lui montraient encoder des bourgades allemandes où l'on rentrait les récoltes, où les usines tournaient, où les enfants allaient à l'école. Une nation sous tension, mais toujours debout. Les émissions alliées annonçaient l'effondrement de l'Allemagne. Ce qu'il voyait ne ressemblait pas à un effondrement. À l'usine, une femme prénommée Frau Kellermann l'initia à la machine à coudre. Quand Jimmy prit le coup de main rapidement, elle sourit et dit en allemand « Bien, vous êtes adroit ». Jimmy répondit machinalement, en allemand « Merci beaucoup. J'ai eu un bon professeur ». Frau Kellermann s'immobilisa. Ses mains s'arrêtèrent. 2 autres femmes se retournèrent. Un silence total s'abattit sur le sol de l'usine. Puis Frau Kellermann s'exprima rapidement. « Vous parlez allemand ? Un Canadien noir parle allemand ? Comment ?» Jimmy décida d'aller au bout. « J'ai grandi avec une famille juive de Berlin. » Le mot « juive » resta suspendu dans l'air. Frau Kellermann jeta un regard autour d'elle, puis dit à voix basse « Mon voisin était juif. L'imparfait était délibéré et douloureux. Ils l'ont emmené en 1938. L'Alstantui, le lien était établi. Marcus, lui, fut assigné à l'entretien du camp, travaillant aux côtés d'un sergent allemand du nom de Ralph Schneider, blessé à Stalingrad, amputé de 2 doigts par les engelures. Alors qu'ils réparaient un toit ensemble, Schneider parla en allemand, persuadé que Marcus ne comprendrait pas. Tout ça n'a plus aucun sens. Nous avons déjà perdu la guerre. Marcus répondit en allemand. Si vous le croyez, pourquoi continuez-vous à vous battre ? Schneider manqua de tomber de l'échelle. Marcus sourit calmement. Depuis que vous parliez de tout ça, j'ai appris la langue avec les passagers dans les trains où je travaillais. Schneider s'assit lourdement sur le toit, sortit une cigarette, en offrit une à Marcus. Ils fumèrent en silence, puis Schneider prononça des mots que Marcus n'oublierait jamais. Vous les Canadiens, vous n'avez aucune idée de l'enfer dans lequel nous vivons. Le parti contrôle tout. Dites un mot de travers. Vos enfants disparaissent. Mon frère a dit quelque chose contre le Führer en 1939. Ivre et imprudent. Quelqu'un l'a dénoncé. Il est à Dachau. Je ne l'ai pas revu depuis 5 ans. Dachau, c'est quoi exactement ? Un camp de concentration pour les prisonniers politiques, les juifs, les homosexuels, tous ceux que le parti rejette. C'est terrible. Très terrible. On entend des choses. Nous étions en août 1944. La vérité entière n'était pas encore connue de tous, mais Schneider en savait assez pour en être horrifié. Pourquoi me racontez-vous ça ? Parce que la guerre sera bientôt finie, et je veux que quelqu'un comprenne que nous ne sommes pas tous des monstres. Certains d'entre nous étaient simplement pris au piège. À la mi-septembre, les preuves s'étaient accumulées. Une capacité industrielle allemande sous pression, mais toujours opérationnelle. Des soldats de la Wehrmacht oscillant entre l'indifférence et une sympathie discrète. Des colis de la Croix-Rouge globalement respectés. Des Allemands qui haïssaient le régime nazi, mais se sentaient impuissants. Une complexité là où la propagande n'avait promis qu'un ennemi monolithique et maléfique. 3 octobre 1944. Le commandant du camp, le colonel Weber, fit une annonce. Certains prisonniers seraient réaffectés aux travaux agricoles. Les récoltes étaient cruciales. Le nom de Marcus apparut en raison de sa formation d'ingénieur. Celui de Jimmy parce qu'il était valide. Celui d'Eddie pour son expérience en cuisine.
Le 5 octobre, ils furent transportés vers un domaine agricole appelé Gutsteinbach, 200 hectares de terre dans la même famille depuis 6 générations. Le propriétaire était Wilhelm Steinbach, 68 ans, vétéran de la Première Guerre mondiale qui marchait avec une canne. Ses 2 fils se battèrent sur le front. La ferme était tenue par son épouse Clara, leur belle-fille Anna et les 3 enfants d'Anna. Le 8 octobre, une gelée précoce menaçait la récolte de pommes de terre. Toutes les mains étaient nécessaires. Au milieu de la journée, tout le monde était épuisé. Clara et Anna apportèrent le déjeuner au champ. Une soupe faite d'un vrai poulet, du pain frais, des pommes et, chose incroyable, du vrai beurre. Elles installèrent une longue table. Plutôt que de manger séparément, Wilhelm fit signe à tout le monde de s'asseoir ensemble. La famille, les ouvriers agricoles, les travailleurs polonais, les prisonniers, tous à la même table. Wilhelm se leva et dit en allemand « Nous allons dire le Bénédicité ». Il pria « Seigneur, nous te remercions pour cette récolte, pour cette nourriture, et pour toutes les mains qui ont travaillé aujourd'hui, d'où qu'elles viennent. Nous prions pour la fin de cette guerre et le retour, sain et sauf, de tous les fils, les nôtres comme ceux des autres. Amen. » Marcus comprit chaque mot. Ses yeux brûlèrent de larmes. La prière les avait inclus dans la bénédiction, au même titre que les fils allemands qui combattaient en Italie et en Russie. Le plus jeune enfant d'Anna, Hans, 6 ans, regardait Jimmy fixement. Anna le reprit sèchement en allemand. « Sachana. » Hans s'est impoli de dévisager les gens, mais Hans demanda « Pourquoi sa peau est marron ?» Un silence gêné tomba sur la table. Les prisonniers britanniques continuèrent à manger, sans comprendre. Marcus et Eddie se raidirent. Jimmy reposa sa cuillère et répondit en allemand parfait « Parce que mes grands-parents venaient d'un pays chaud où le soleil brille beaucoup, tout comme tes yeux sont bleus parce que ta famille a les yeux bleus. » Un silence absolu s'installa. La cuillère de Wilhelm s'immobilisa à mi-chemin. Clara écarquilla les yeux. Anna resta bouche ouverte. Wilhelm reposa lentement sa cuillère. Il regarda Jimmy, puis Marcus, puis Eddie. Il demanda en allemand « Lesquels d'entre vous parlent allemand ?» Marcus leva la main. « Moi, monsieur. » Eddie murmura « Un peu. » Wilhelm éclata d'un rire franc, profond. Des Canadiens noirs qui parlent allemand couramment. Le monde est encore plus fou que ce que Goebbels nous dit. « Comment avez-vous appris ?» Jimmy répondit « J'ai grandi avec une famille juive qui avait fui Berlin en 1936. La température émotionnelle de la table changea d'un coup. Wilhelm se tut. Puis, qu'est-il advenu d'eux ? Ils sont à Montréal, en sécurité. » Wilhelm hocha lentement la tête. « Bien. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. » Après le repas, Wilhelm invita Jimmy et Marcus à l'aider à inspecter le bétail. Un prétexte transparent pour parler en privé. Dans la grange, Wilhelm alluma sa pipe. « Je dois vous dire quelque chose. Cette guerre n'est pas celle qu'on vous a décrite, et ce n'est pas non plus celle qu'on nous avait promise. Hitler nous parlait d'unifier l'Europe, d'instaurer un ordre. À la place, nous avons déchaîné l'enfer. Pourquoi nous dire cela ? Parce que la guerre sera bientôt finie. La Russie vient de l'Est, vous venez de l'Ouest. L'Allemagne sera écrasée, comme elle le mérite. Et quand ce moment viendra, nous aurons besoin de gens comme vous, qui auront vu que tous les Allemands ne sont pas des monstres, qui pourront témoigner que certains d'entre nous ont essayé de rester dignes. » Jimmy posa la question qui le rongeait depuis des semaines. « Qu'arrive-t-il aux Juifs ? Où sont-ils tous passés ?» Le visage de Wilhelm parut vieillir de 10 ans, d'un coup. Il détourna les yeux, incapable de les regarder en face. « C'est le péché pour lequel nous paierons tous. On entend des choses, des rumeurs, des camps à l'Est, pas comme le vôtre, bien pire. Des trains qui ne partent que dans un sens, des gens qui ne reviennent jamais. On ne voulait pas y croire, mais on ne peut pas indéfiniment ignorer la vérité. Nous étions en octobre 1944. L'ampleur réelle ne serait révélée qu'à la libération des camps en 1945, mais des hommes comme Wilhelm en savaient déjà assez pour en être hantés. Ce soir-là, assis dans la grange, Jimmy écrivit dans son journal secret. Il nota qu'il ne savait plus comment haïr ces gens, qu'ils essayaient simplement de survivre, que la guerre avait cessé d'avoir un sens. Marcus s'approcha et demanda doucement « Ça va ? Non ? Et toi ? Non. » L'idéologie s'était fissurée. Le récit limpide des guerriers du bien combattant le mal absolu avait volé en éclats. Le point de non-retour était passé. On ne reviendrait plus à la certitude simple.
Les mois suivants devinrent une guerre psychologique au sein de la baraque Sept. Le lieutenant Morrison mena le tiers des hommes qui refusaient de céder un pouce. L'Allemagne était mauvaise. Les Allemands étaient l'ennemi. Le jour où vous les voyez comme des humains, disait Morrison, c'est le jour où vous hésitez au combat. Et cette hésitation vous tue. Mais Jimmy, Marcus, Eddie et environ 40% des hommes avaient vécu trop de contradictions. Ils voyaient désormais la guerre comme une tragédie collective qui avait happé tout le monde. Le tiers restant était partagé. Le 12 novembre, la nouvelle arriva que les Alliés avaient libéré Strasbourg. « Et que devient Steinbach ? Et Schneider ?» demanda Jimmy. Morrison rétorqua sèchement « Qui s'en soucie ? Ils ont choisi leur camp le jour où ils n'ont pas renversé Hitler. » Marcus répondit « Ils auraient été fusillés. Parler contre le régime, c'est disparaître. » La voix de Morrison monta d'un ton. « Alors on les pardonne ? On oublie Varsovie, Rotterdam, Londres ?» Eddie dit tranquillement « Personne ne parle de pardonner. Mais peut-être peut-on distinguer le régime des individus. Certains d'entre eux sont aussi des victimes. Des victimes. Ils nous nourrissent pendant que leur armée assassine des millions de juifs. » L'argument tournait en rond parce que la réalité ne se laissait pas résoudre proprement. La veille de Noël 1944, les Steinbach invitèrent tard les prisonniers dans la maison principale. Un petit sapin se dressait, paré d'ornements faits à la main et de précieuses bougies. L'air sentait le pain chaud et le lapin rôti. Anna avait préparé une soupe de pommes de terre, un ragoût de lapin, du pain, des fruits en conserve et un strudel. La famille, les ouvriers de la ferme, les travailleurs polonais et les prisonniers s'assirent ensemble. Wilhelm se leva, tenant un petit verre de brandy de pommes distillé en secret depuis leur verger, mis de côté pour ce moment. « L'an dernier, je priais pour la victoire de l'Allemagne. Cette année, je ne prie plus que pour la paix, pour que les tueries cessent, pour que mes fils et vous tous rentriez auprès de vos familles. Nous sommes des ennemis par les circonstances, mais ce soir, nous ne sommes que des hommes qui célèbrent Noël. Joyeux Noël !» Il leva son verre. Tous levèrent le leur. Jimmy sentit les larmes couler sur son visage. Après le repas, Wilhelm demanda « Vous jouez de la musique ?» Jimmy alla chercher son harmonica. Il joua « Douce nuit », cette mélodie qui transcende les langues et les frontières. Les enfants d'Anna s'assirent par terre pour écouter. Clara ferma les yeux. Wilhelm se balança doucement, emporté par quelques souvenirs lointains. Quand Jimmy s'arrêta, le silence tint la pièce. Puis Wilhelm dit d'une voix rauque « Merci ». En février 1945, les prisonniers qui parlaient allemand bénéficiaient d'un accès unique à la réalité. Ils entendaient ce que les gardes se disaient quand ils pensaient ne pas être compris. Ils lisaient les journaux allemands. Ils comparaient ce que les deux camps affirmaient. En mars, Schneider dit à Marcus « Dans 3 mois, 4 peut-être, c'est infini. Les Russes viennent de l'Est, vous de l'Ouest. Berlin tombera et nous paierons pour toute une génération. Vous avez peur ? Terriblement, pas de vous, des Russes. Ils ont toutes les raisons de nous haïr après ce que nous leur avons fait. » Un soir, Eddie résuma la situation. « Nous allons gagner cette guerre, mais je ne sais plus ce que nous avons gagné, ni ce que nous avons perdu en la gagnant. » 6 avril 1945. Pendant l'appel du matin, le colonel Weber avait vieilli à vue d'œil. Son uniforme était froissé, sale. Il fit une annonce qui sema la terreur parmi les prisonniers. Le camp serait évacué. Les forces alliées approchaient. Tout le monde marcherait vers l'est dès l'aube. La panique se répandit, mais Schneider tira Marcus à l'écart. « Écoutez, Weber est un homme honnête. Il ne tirera pas. Les SS peut-être, mais pas la Wehrmacht. Ne tentez pas de vous évader. Les unités SS dans la région abattent tout le monde sur place. Restez avec Weber. Restez en vie. » « Pourquoi me dites-vous ça ? Parce que je veux que vous surviviez pour témoigner que nous n'étions pas tous des démons. » À l'aube, 3200 prisonniers étaient rassemblés. Les gardes paraissaient aussi épuisés que leurs prisonniers. La colonne prit la route vers l'est. La marche fut chaotique. Aucune destination précise. Les ordres changeaient chaque jour. La nourriture arrivait de façon aléatoire. Des avions alliés mitraillaient tout ce qui bougeait. 14 hommes furent tués par des tirs fratricides. Des colonnes de réfugiés allemands encombraient sur les routes. Les gardes désertaient en nombre croissant. Le 11 avril, la colonne croisa des réfugiés allemands, surtout des femmes et des enfants de Prusse orientale, fuyant vers l'ouest. Ils semblaient encore sortis d'un charnier. Les enfants avaient soit les yeux creux.
Une mère portait un enfant qui ne bougeait plus et lui chantait une berceuse. Eddie rompit les rangs et s'approcha d'elle avec sa gourde. Un garde allemand cria « Halte, retournez dans les rangs !» Mais Eddie continua d'avancer et tendit sa gourde à la mère. Elle vit ses marquages de prisonnier, sa peau noire, comprit que c'était l'ennemi et but quand même. Elle murmura en allemand « Merci ». Le garde ne tira pas. Les frontières entre prisonniers et gardiens, ennemis et alliés, s'étaient effacées dans le brouillard. Le 14 avril, la colonne s'était réduite à 1800 prisonniers et 40 gardes. Le colonel Weber réunit les officiers alliés supérieurs. Il s'exprima dans un anglais appliqué « La guerre est en train de finir. J'ai l'ordre de continuer vers l'Est, mais il n'y a plus d'Est. Seulement les Russes qui nous fusilleront tous. Je propose de vous conduire vers l'Ouest en direction des lignes américaines. Quand nous les atteindrons, je livrerai mes hommes. Je vous demande seulement de témoigner que nous vous avons traité conformément à la Convention de Genève. » Morrison fut méfiant. « Pourquoi vous faire confiance ? Parce que j'ai 54 ans, que je suis fatigué, et que je veux rentrer chez moi auprès de ma femme si elle est encore en vie. Je n'ai aucune envie de passer mes derniers jours à massacrer des prisonniers pour un gouvernement qui n'existe plus. Avons-nous un accord ? Nous l'avons. » Ils firent demi-tour vers l'ouest. Le 16 avril, ils rencontrèrent les forces américaines, la 89e division d'infanterie. Le colonel américain n'en croyait pas ses yeux. Près de 2000 prisonniers alliés livrés par leurs capteurs allemands qui venaient se rendre. Weber se rendit officiellement avec ses hommes. Il fut placé en détention, traité correctement, finalement libéré en 1946 après les témoignages des prisonniers. Avant qu'on l'emmène, Schneider serra la main de Marcus. « Adieu, mon ami. Dites-leur que nous n'étions pas tous des monstres. » Marcus, les larmes aux yeux, répondit « Je le dirai. » 8 mai 1945, jour de la victoire en Europe, la capitulation sans condition de l'Allemagne. Les hommes crièrent, pleurèrent. Jimmy, lui, se sentit vide. Marcus dit doucement « On a gagné ». Eddie demanda « Vraiment ?» Ils furent acheminés vers le Havre, puis embarqués sur un navire à destination de Halifax. Marcus trouva Jimmy accoudé au bastingage le 24 mai. « Qu'est-ce que tu vas raconter aux gens ?»« La vérité, j'imagine. » Que certains étaient droits mauvais, que d'autres m'étaient bien, que la plupart étaient juste piégés, que le régime était monstrueux, mais que les gens restèrent des gens. Personne ne voudra entendre ça, les gens veulent des histoires simples. Je sais. Tu leur diras quand même ? Jimmy regarda son ami. Et toi ? Marcus sourit tristement. Oui, même s'ils n'écoutent pas. Le 2 juin, le navire accosta à Halifax. Des héros rentraient au pays. Un journaliste fourra un micro sous le nez de Jimmy. Comment vous sentez-vous d'être de retour ? Comment ces salauds de nazis vous ont-ils traité ? Jimmy pensa à Frau Kellermann, à la famille Steinbach, à Schneider, à Weber. « Je suis heureux d'être rentré, dit-il prudemment, et heureux que ce soit fini. » Jimmy arriva à Montréal. Sa mère s'effondra dans ses bras en sanglotant. Ce soir-là, elle demanda « C'était comment là-bas ?» Jimmy commença à expliquer la complexité, l'humanité dans les endroits inattendus. Puis il vit son expression. Elle voulait qu'il lui dise que c'était l'enfer, que l'ennemi était le mal. Il ne pouvait pas lui offrir cette histoire simple. « C'était compliqué, maman, je t'en parlerai un jour. » Les 3 hommes rentrèrent dans un pays qui avait tourné la page, mais eux portaient un savoir qui ne s'intégrait pas au récit officiel, des vérités qu'ils passeraient le reste de leur vie à essayer de transmettre. Jimmy rentra à Montréal et tenta de reprendre sa carrière musicale. Mais les clubs de jazz voulaient du divertissement, pas de la complexité. Ce qui sortait désormais de son harmonica, c'était du blues, un blues fait de contradictions sans réponse. Il devint finalement professeur de musique dans un centre communautaire noir. En 1947, il reçut une lettre d'Anna Steinbach. Wilhelm était décédé en mars 1946. Avant de mourir, il avait demandé à Anna d'écrire aux prisonniers. Il voulait qu'il sache qu'il lui avait rendu la foi en l'humanité. Wilhelm parlait souvent de la musique de Jimmy. Il disait qu'elle lui rappelait que la beauté existe même dans les temps les plus sombres. Jimmy pleura en lisant la lettre. Il correspondrait pendant des années des lettres traversant l'Atlantique chargées de souvenirs d'une amitié étrange forgée dans la pire guerre de l'histoire. Marcus rentra à Preston où sa femme avait maintenu la famille unie. En 1948, il donna une conférence à Dalhousie intitulée « L'humanité de l'ennemi ». La réaction fut hostile. Des associations d'anciens combattants l'accusèrent d'être un sympathisant allemand. Il cessa de prendre la parole en public.
À la place, il canalisa sa compréhension dans le travail communautaire, aidant de nouveaux immigrants, y compris certains Allemands, à s'installer en Nouvelle-Écosse. Ses enfants lui demandèrent des années plus tard pourquoi il aidait des Allemands. Parce que ceux qui venaient ici n'étaient pas ceux qui avaient fait ces choses. Et même s'ils l'avaient été, la rédemption doit être possible, ou nous sommes tous condamnés. Eddie, le plus jeune, fut le plus traumatisé. Il rentra à Dresden, en Ontario, mais ne parvint pas à s'y réinstaller. Il s'installa à Toronto, travailla dans la construction, se maria, eut 3 enfants. Il parlait rarement de la guerre. En 1963, il lut des articles sur le procès Eichmann, la vérité entière de la Shoah, désormais irréfutable. Il appela Marcus. On savait que quelque chose n'allait pas, mais on ne savait pas que c'était aussi grave. Comment réconcilier ça avec les Allemands bien que nous avons côtoyés ? On retient les deux comme vrais. Des individus bien peuvent faire partie de systèmes génocidaires. C'est la leçon qu'il faut enseigner. En 1975, 30 ans après la libération, une réunion d'anciens prisonniers de guerre fut organisée à Toronto. Jimmy, Marcus et Eddie y assistèrent, tout comme le lieutenant Morrison et l'ancien colonel Weber, qui avaient immigré au Canada en 1952 et étaient devenus horlogers à Ottawa. Morrison serra la main de Weber avec raideur. « Vous nous avez bien traités, j'en ai témoigné. » Weber répondit « Et j'en suis reconnaissant depuis 30 ans. Je suis désolé pour la guerre, pour tout. » « Vous ne l'avez pas déclenché. »« Non, mais je ne l'ai pas arrêté non plus. C'est mon fardeau. » En fin de soirée, Jimmy, Marcus, Eddie et Weber s'isolèrent. Weber demanda « Qu'avez-vous appris ?» Marcus répondit « Que l'ennemi est une personne, que la propagande fonctionne, que des gens ordinaires peuvent commettre des atrocités extraordinaires si les circonstances s'y prêtent. » Jimmy dit que l'humanité se trouve dans les endroits les plus inattendus, que la complexité était plus proche de la vérité que la simplicité. Eddie dit qu'il voulait que ses enfants comprennent à quel point il est facile de déshumaniser les gens et que c'est toujours la première étape vers l'atrocité. Weber hocha la tête. « Nous avons appris la même leçon, trop tard et à un prix terrible. Vous devez enseigner au Canada à ne jamais faire notre erreur. » Jimmy dit « Le Canada a ses propres péchés. La façon dont on a traité les immigrants chinois, les camps d'internement japonais, la façon dont on traite les peuples autochtones. Nous ne sommes pas innocents. Aucune nation ne l'est. C'est ça, la leçon. Chaque pays est capable de ce que le vôtre a fait. La vigilance, l'éducation, la mémoire de la complexité, voilà les seules défenses. » Note de l'auteur. Bien que James Robertson, Marcus Williams et Eddie Braithwaite soient des personnages fictifs, leur histoire s'inspire des expériences réelles de soldats canadiens noirs pendant la Seconde Guerre mondiale. Environ 300 à 400 Canadiens noirs servirent sous les drapeaux, malgré les discriminations qu'ils subissaient tant au pays qu'à l'étranger. Leur contribution demeure une page insuffisamment documentée de l'histoire militaire canadienne. Ce récit rend hommage à leur service et aux vérités complexes qu'ils rapportèrent avec eux. Le 8 mai 1995, 50 ans après la victoire en Europe, Jimmy et Eddie assistèrent à une cérémonie commémorative à Ottawa. Marcus était mort l'année précédente. Une journaliste de Radio-Canada les interrogea. « Que voulez-vous que les gens retiennent de la Seconde Guerre mondiale ?» Jimmy répondit « 2 choses. D'abord, qu'elle était nécessaire. Le régime nazi devait être arrêté, mais ensuite, que les gens de l'autre côté restèrent des gens. Le régime était maléfique, mais la plupart des Allemands étaient simplement pris au piège. Les 2 choses peuvent être vraies en même temps. » Eddie dit « Je veux que les gens se souviennent à quel point il est facile de cesser de voir l'ennemi comme un être humain. Comment la propagande agit sur tout le monde et comment nous devons activement résister à la déshumanisation parce que c'est de là que part le génocide. Certains disent que ce genre de réflexion vous affaiblit en temps de guerre. » Jimmy répondit « C'est possible. Mais l'alternative fait de vous un monstre. Je préfère être faible que d'être un monstre. » Le dernier discours public de Jimmy eut lieu dans un lycée de Toronto en 1996. Il dit aux élèves qu'en 1944, quand il avait été capturé, il croyait que l'ennemi était inhumain, un monstre, le mal incarné. Ce qu'il avait appris, il avait changé à jamais. Le mal n'était pas l'œuvre de monstres, mais d'êtres humains ordinaires qui avaient eu peur, qu'on avait endoctrinés et qu'on avait organisés au sein d'un système monstrueux. N'importe quel groupe d'êtres humains ordinaires, placés dans les bonnes circonstances, peut devenir complice
d'un mal extraordinaire, nous y compris, les Canadiens y compris. Alors que fait-on de ce savoir? D'abord, résister à la propagande, remettre en question ce que les gouvernements nous disent sur les ennemis. Ensuite, refuser de déshumaniser. Le jour où l'on cesse de voir l'ennemi comme un être humain, c'est le jour où l'on peut commettre des atrocités en toute bonne conscience. Troisièmement, se souvenir que la guerre est toujours une tragédie, même quand elle est nécessaire. Et enfin, dire la vérité, même quand elle est compliquée, même quand les gens ne veulent pas l'entendre. J'ai parlé la langue de l'ennemi, et ça m'a sauvé la vie. Mais bien plus que ça m'a appris à entendre son humanité. C'est ce que je vous demande. Apprenez à entendre l'humanité de l'ennemi. Pas seulement ces mots, parce que l'alternative, c'est un monde de guerre sans fin où nous continuons à nous détruire parce que nous avons oublié que nous sommes tous humains. Les élèves coliformes se levèrent là pour l'applaudir. Jimmy Robertson mourut le 12 février 1998 à l'âge de 75 ans. Son avis de décès citait un extrait de ses mémoires. « Je suis parti à la guerre en croyant à des vérités simples. Nous étions les bons. Ils étaient noirs. Ils étaient les méchants. La victoire arrangerait tout. Je suis rentré avec une seule certitude, que nous sommes tous capables du meilleur et du pire, et que la différence tient souvent aux circonstances et aux choix. Ce savoir est un fardeau, mais c'est aussi une responsabilité. Ceux d'entre nous qui l'ont acquis doivent le transmettre pour que les générations futures fassent de meilleurs choix que les nôtres. » L'histoire de ces prisonniers canadiens noirs qui parlaient allemand et défiaient les préjugés raciaux de leurs geôliers demeure un outil pédagogique dans les écoles canadiennes, les académies militaires et les cours d'éthique. Leurs leçons traversent le temps. En temps de guerre, la chose la plus difficile et la plus importante est de se rappeler que l'ennemi est humain.